Maintenant, ont décidé de venir sur des jeunes joueurs, d'investir sur des jeunes joueurs pour avoir une revente derrière. Kael, tu es agent de joueur depuis plus de 25 ans maintenant. C'est un métier qui est beaucoup à la mode et tu es un des agents de joueurs qui a commencé dès le début, un des premiers en tout cas en Ligue 1 et Ligue 2. Qu'est-ce que c'est le métier d'agent de joueur? Alors effectivement, on a commencé avec Pascal notre activité en 1997. Il y a aujourd'hui beaucoup d'agents. En 1997, on n'était que 25 à 30 agents officiels parce que pour faire ce métier, il faut un diplôme, il faut une licence. Alors la licence a évolué avec les années de différentes manières. Aujourd'hui, il y a un diplôme à passer en France. On est le seul pays où on a une loi qui légifère sur les agents avec les Italiens, où on doit avoir une licence nationale. Après, il y a la FIFA qui autorise à travailler dans le monde entier avec une licence FIFA. Mais même si on a la licence FIFA, on ne peut pas travailler en France. Ok. Donc la première des choses, c'est obtenir cette licence. Donc c'est un diplôme qui est organisé avec une partie de QCM sur les lois et les règles du foot et une partie sur les... Non, j'ai dit une connerie. Une partie juridique qui est un tronc commun à tous les sports en France. Et après, tu as une partie spécifique qui, elle, est connectée aux règles de l'UEFA, de la FIFA, de la Ligue, de la FFF, Ok. qui est aussi sur QCM. Et si tu obtiens ça, tu as le droit de devenir agent. Ok. Donc ça, c'est comment on devient agent. C'est comment. Donc après, qu'est-ce qu'un agent aujourd'hui? L'agent, le métier d'agent, il se sépare entre deux possibilités. Soit tu travailles pour aider les clubs à vendre les joueurs. Et donc tu fais de l'intermédiation, un broker, pour aider du club A au club B à vendre. Soit tu peux aussi gérer la carrière d'un joueur. Ok. Donc là, tu vas démarcher des joueurs, les convaincre qu'ils doivent travailler avec toi, parce que tu vas pouvoir leur permettre d'évoluer dans leur carrière et faire un plan de carrière avec eux. Ce sont deux pans complètement différents, Ok. qui nécessitent des atouts différents. Par contre, avec la licence, tu peux faire les deux. Ok. Et quand tu dis... Sauf aux États-Unis. Ok. Donc en fait, c'est très réglementé en France, notamment comme tu dis. Quand tu gères la carrière vraiment d'un joueur à proprement dit, tu prends des personnes avec toi autour, par exemple, pour gérer aussi le côté un peu plus financier. J'imagine que c'est un service qui est un peu multiple. Par exemple, quand je vois Olivier qui est avec nous aussi, j'imagine qu'aujourd'hui, toi, avec ton rôle de gestionnaire de patrimoine, vous travaillez en étroite collaboration sur des joueurs qui gagnent beaucoup d'argent et à qui il faut placer cet argent parce que les carrières sont courtes. On va en parler aussi à un moment donné. Comment on fait aussi pour faire en sorte que les joueurs crament pas tout et puissent faire en sorte aussi de mettre un peu de côté, de prévoir la retraite, etc. Alors dans ta remarque, il y a une chose importante, c'est que tu démarres par des gens qui gagnent beaucoup d'argent, alors que Mika a parlé de plan de carrière d'un joueur. Et en fait, souvent, les réussites, puisque avec beaucoup de recul, on peut avoir des analyses extrêmement fines, c'est quand le joueur ne gagne pas énormément, que se mettent en base et en place toutes les éléments, toutes les réflexions de ce que va être sa future carrière. Parce que c'est très rare qu'un joueur démarre à 17 ans à gagner 400 000 euros par mois. Donc il démarre à beaucoup moins, mais c'est quand il démarre à moins qu'on tente de lui expliquer comment va fonctionner sa carrière. Et à ce moment-là, et c'est là où il y a un parallèle, c'est que quand Mika recrute des gens qui ont 15, 16 ou 17 ans, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Pour autant, l'investissement est extrêmement important de son temps ou de mon temps. Oui, donc c'est dès les bases. On fait en sorte que les joueurs, ils commencent, il y a quand même de l'argent dans le foot, mais les réflexes au niveau de l'investissement, ils démarrent dès les premiers contrats et pas quand on commence à vraiment avoir des contrats max et à gagner beaucoup d'argent. Alors, je vais revenir un petit peu avant sur ta question précédente. C'est qu'en fait, chaque agent va être organisé d'une manière différente. Et nous, on a conçu depuis l'origine de vouloir accompagner avec des experts à côté de nous sur tous les services que va avoir besoin un joueur en dehors du football et de la négociation du contrat de football. Parce qu'il y a beaucoup de choses. La gestion de patrimoine est un pan capital pour nous parce que c'est ce qui permet en fin de carrière ou pas, suivant combien tu as gagné, mais d'avoir la liberté de ta vie. Parce qu'il y en a qui gagnent beaucoup,
mais faire comprendre que en économisant, en mettant en place à 32, à 35, à 36 ans, quand tu arrêtes ta carrière, tu auras la liberté pendant 50 ans de ta vie, c'est capital. Bien sûr. C'est un travail très complexe qu'on peut pas faire seul. Et donc effectivement, dès le départ avec Olivier, sur certains joueurs, on a parlé, on a essayé de mettre des choses en place. Tous écoutent pas forcément. Beaucoup écoutent. De plus en plus maintenant, les nouvelles générations écoutent. Mais Olivier a raison. La base, c'est dès le départ de mettre des principes en place parce que effectivement, les jeunes joueurs aujourd'hui sont en centre de formation avec des contrats aspirants, stagiaires, ils vont gagner entre 1000 et 4000 euros par mois. Un premier contrat pro, tu vas gagner entre 4 et 10 000 euros par mois. Donc là-dessus, pour monsieur tout le monde, c'est énorme. Bien sûr. Mais pour te créer un capital en 10 ans, On est c'est d'accord. insuffisant. Mais par contre, c'est dès ces bases-là où tu vas pouvoir expliquer beaucoup de choses. Parce qu'en fait, dans notre vie, pour monsieur tout le monde aussi, on ne sait pas qu'est-ce qu'un tableau d'amortissement, qu'est-ce qu'un emprunt, comment se calcule un impôt, Bien sûr. maintenant le prélèvement obligatoire. Enfin, personne ne sait rien du tout. Donc, il faut leur permettre d'accéder à toutes ces informations, les former, d'où une grande capacité d'Olivier dans ce domaine-là, pour qu'ils comprennent le joueur et le premier cercle autour du joueur. C'est la famille, le frère. Chaque joueur a un premier cercle de personnes très importantes avec qui on doit communiquer et essayer de leur faire comprendre au maximum le pourquoi et le comment. Et là, après, on peut commencer à mettre des choses en place. Nous, on aide énormément ce passage-là, mais après, les choix se font avec le conseiller en gestion de patrimoine pour vraiment faire des bons choix immobiliers, financiers, comment on avance. C'est toute une culture à créer parce que à l'école, on nous apprend beaucoup Évidemment, de choses, bien sûr. mais le domaine économique, on ne nous l'apprend pas. Moi, C'est je comme tu rigole dis. régulièrement en demandant à mes joueurs, vous savez calculer la TVA? Mais j'ai demandé à mes enfants aussi, seconde, première, terminale, Ouais. comment on calcule la TVA? Amusez-vous dans la vie. Posez la question. Demandez à quelqu'un comment il calcule la TVA et combien de temps il lui faut pour répondre à savoir quel calcul il faut faire. Alors que la TVA, on la paye tous les jours. Ouais. C'est un impôt qui existe, Bien sûr. mais les gens le comprennent pas. Voilà. Et donc, voilà, c'est plein de choses comme ça à mettre en place. Mais en discutant, tu retrouves, c'est un peu comme si tu nous posais la question, comment devenir un homme? C'est-à-dire, quelle éducation vont recevoir les gens, puisque Mika cite l'école, et puis à côté, t'as les parents, ce sont les deux bases de l'éducation, et dans la carrière d'un joueur, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui enseigner à un moment donné, que va-t-il retenir, et que va-t-il mettre en application? Parce que on a des statistiques assez précises, notamment aux États-Unis. Je crois que c'est quasiment 60% des joueurs qui finissent et qui n'ont plus qui n'ont rien. Alors, il y a des statistiques qui sont sorties il y a quelques années en NBA. 5 ans après la carrière, tous les joueurs étaient ruinés. Et pour autant, ils n'ont pas croisé que des margoulins. Voilà. Ouais. En fait, il ne faut pas non plus s'imaginer que, tiens, parce qu'il est footballeur, les gens ont voulu l'escroquer. Non, parfois, il y a aussi la personne qui n'a pas voulu mettre en place la tentative d'éducation qu'on a tenté de faire et qui a toujours un peu comme un joueur l'esprit de se refaire. Donc à 18, il se dit pourquoi je fais des efforts puisqu'à 22 j'aurai un bon contrat. À 22, c'est maintenant que j'en profite. À 26, oui mais ça va, j'ai encore du temps. Et ils arrivent à 32 ans, ils ont zéro de côté. Mais c'est pas forcément la faute ni de l'agent ni des intermédiaires. C'est juste que dans cette personne, les choses n'ont pas été ancrées. Et on s'aperçoit avec du recul que souvent tu as une disproportion entre la carrière du joueur et le patrimoine qu'il a au terme. Tu peux tomber sur des joueurs qui ont une carrière correcte, médiane, avec un très beau patrimoine, une bonne éducation financière dès le départ, notamment sur l'investissement immobilier à crédit, pour des joueurs c'est ce qui est idéal. Ils ont pris vraiment une très belle courbe ascendante et ils arrivent à vivre de leur patrimoine. Et d'autres ont gagné beaucoup plus, n'ont pas appliqué ce principe. Donc voilà, là, on est vraiment en fait, dans un phénomène éducatif au départ. Que de l'éducation financière par rapport, il y a les choix de carrière qui vont être plus liés à l'agent et au contrat que vous allez pouvoir négocier. Et après, la partie financière, sur la partie éducation financière, s'ils ont voulu écouter les conseils ou pas, et s'ils ont commencé à mettre en place quelque chose dès le début. Olivier a dit quelque chose de très important, parce qu'en fait, beaucoup de joueurs pensent qu'ils vont se refaire. Et que c'est pas au premier, mais c'est au deuxième, c'est au troisième contrat. Et parce qu'ils voient les sommes qu'il y a ailleurs, moi je suis assez fort, à un moment donné, je vais gagner tant, je vais pouvoir mettre de côté.
Donc une des premières règles maintenant depuis un certain nombre d'années que j'évoque, c'est de leur dire, très bien, combien vous avez besoin par mois pour vivre aujourd'hui? 5 000, 10 000, 15 000? On fait les calculs avec leur état de vie, très bien. 5 000, allez, 10 000, très bien. Quel capital il vous faut pour avoir une rente de 10 000 euros par mois? C'est excellent. Là, déjà, quasiment la majorité sont incapables de faire le calcul. Ouais. Très bien. Donc maintenant, si vous gagnez 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, combien de temps il vous faut pour avoir ce capital? Là, le blanc, il est encore plus grand. C'est légitime, hein. Même là, les auditeurs ont perdu. Premier, ils ont fait une règle de 3, tu vas dire une règle de 9. On a paumé, là. On a paumé tout le monde. C'est des questions simples. C'est un calcul de maths très simple, mais Olivier a raison. On forme des hommes. Parce que 18 ans, 19 ans, 20 ans, on n'est pas des hommes. Et entre 20 et 30 ans, c'est là où notre personnalité se développe le plus. Bien sûr. Et où on apprend à découvrir qui on est. Mais eux, ils ont besoin d'être performants, de répondre à des médias, d'être bons sur le terrain, de faire des investissements. En fait, c'est très dur, donc il faut les accompagner. Mais une fois qu'on a pris 1 heure, 2 heures à faire les calculs, à expliquer, tout d'un coup, la personne, elle va prendre conscience que pour mettre 1 million d'euros de côté en gagnant 20 000 euros, quand on enlève l'impôt, les charges salariales, le train de vie, il faut, alors j'ai plus le calcul en tête, mais il va lui falloir, à 20 000 euros par mois, il faut au moins 10 ans pour mettre 1 million, à condition de tenir son train de vie, de pas se payer la voiture de luxe, bien voilà. sûr. Et donc, il comprend qu'avec 100 000 euros par mois, il va peut-être pas mettre 10 ou 15 ans, il va en mettre 5. Et à partir de là, on peut commencer à réfléchir. Et là, ils prennent conscience, et les nouvelles générations le prennent de plus en plus, que oui, ça prend du temps, ça se construit, on doit faire attention, et que c'est pas un contrat qui va faire la fortune de ma vie. Voilà. Et encore, on a une chance depuis 4-5 ans, c'est le prélèvement libératoire. Pourquoi? Parce que de l'impôt. Pourquoi? Parce que les joueurs ont un contrat qui se revalorise en juin. Les transferts se font en juin. C'est donc le milieu d'une année civile pour monsieur tout le monde. Sauf que quand tu passes d'un contrat où tu gagnes 10 000 à un contrat où tu gagnes 100 000, en fait, le joueur lambda au préalable continuait à mettre de côté pour l'impôt sur la base de 10 000. Et oui. Et en fin d'année 1, il avait une somme qui représentait 6 mois de salaire dû au Trésor public. En année 2, il est à 9 mois, etc. Le fait d'avoir mis le prélèvement à la source est sans doute, pour les sportifs, un garant au moins d'un minima de sérénité qu'on n'avait pas au préalable. Oui, donc ça, c'est justement... Je vais aller plus loin, parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs étrangers qui viennent, et le prélèvement à la source existait dans tous les autres pays. Oui. Et il y a beaucoup de joueurs qui, en fait, n'ont jamais déclaré ou jamais payé consciemment ou inconsciemment. Et nous, depuis le départ, on s'est battu avec plein de clubs où on demandait aux clubs de vouloir faire 2 virements. Un virement aux impôts, un virement sur le compte du joueur. Aucun club en France n'a accepté. Aucun. Et ils attendaient, par contre, quand il y avait une saisie des impôts, là, tout d'un coup, ils mettaient en place les 2 virements. Et on a eu beaucoup de discussions parce que c'est... Franchement, j'ai de l'argent. Beaucoup, parce que quand je gagne 50 000 euros, j'en ai beaucoup. Alors il faut que je le mette là, il faut surtout pas que je le touche parce qu'il n'est pas à moi. Et ce concept est très difficile chez beaucoup de personnes. Bien sûr. On a la tentation, non, mais je vais retrouver de l'argent, je vais payer demain avec ça. Donc, et quand on n'a pas une certaine maturité, si on n'a pas une certaine maturité, parce que les carrières commencent de plus en plus jeunes, mais ça, on va en parler un peu sur les détections des talents. Mais les carrières de joueurs de foot commencent de plus en plus jeunes. Donc quand ça arrive et qu'il y a cet argent-là, quand on commence à avoir 30 ans, une fin de carrière, on a peut-être plus l'habitude, peu importe le métier qu'on fait, quand tu arrives à 18, 19, 20 ans, ton éducation financière, elle n'est pas faite. Non, je pense pas. Je pense que tu te trompes. Parce que si à 30 ans, tu te poses certaines questions et que tu te les aies pas posées avant, il est sans doute trop tard. T'es mort. T'es mort. Ouais, si à 30 ans tu veux te créer un capital, t'es mort. C'est fini. Bien sûr. Ou alors tu es le joueur exceptionnel qui à 30 ans va signer un contrat de 5 millions d'euros par an et il peut te sauver. Mais en fait, si tu l'as pas fait avant, ça veut dire aussi que ton train de vie, t'as mis un train de vie en place et qui est colossal. Et en fait, ça tu vas pas le changer. Non, tu peux pas. Donc c'est vraiment une éducation dès le départ, des règles dès le départ et étape par étape. Parce qu'en fait, il y a une autre notion qui est fondamentale. Que tu gagnes, alors pas entre 10 et 50, mais que tu gagnes 30, 50, 100, 200 000 euros, à un moment donné, ton train de vie au quotidien ne doit pas beaucoup changer. Il va pas augmenter avec au prorata de l'augmentation de ton salaire. Parce que sinon, en fait,
Ben, si tu gagnes 150 et que tu dépenses 50 tous les mois, Mm. tu pourras jamais te créer une fortune qui te permet de dépenser 50 tous les mois. Donc il faut aussi comprendre que tu as un train de vie au quotidien, et après tu as des dépenses exceptionnelles. Un beau cadeau, un beau voyage, Ouais. une belle voiture, mais c'est pas une belle voiture tous les 3 mois, Ah, bien sûr. comme certains Ouais. font, parce que, on va être honnête, divorce, voiture, montre, sont les 3 objets qui ont ruiné le plus de joueurs. Mais il faut bien comprendre que ça doit être des moments exceptionnels Mhm. et qu'on a une rigueur sur le reste. Et bah, c'est Une des méthodes, c'est souvent de faire des études patrimoniales au départ. Et en leur disant, voilà. En parallèle de la carrière, tu veux dire? Ben non, dès le départ, tu rencontres une personne qui a 18 ou 20 ans, tu Mhm. lui dis, voilà, si tu mets tant de côté sur le contrat que tu as aujourd'hui, tu auras cette somme par mois. Bien sûr, s'il y a évolution de carrière, ben, tu auras plus, mais à minima, tu as ça. Et si tu veux avoir ça, ça reprend le discours de Mika, tu dois impérativement faire ça. C'est comme pour réussir ta carrière de footballeur, nécessairement, tu dois t'accompagner d'une nourriture et d'une Évidemment, ouais. hygiène de vie importante. Tu dois t'accompagner d'une formation sur la façon de parler qu'on a évoqué tout à l'heure, mais tu dois aussi t'accompagner de quelqu'un qui t'aide. Moi, je crois beaucoup plus dans le futur au développement des formateurs que des commerciaux de vente de support. Mhm. Former un jeune dès le départ ou une écurie de jeunes me paraît être vraiment la base, parce que s'ils appliquent, quand tu es convaincu de quelque chose au départ, tu vas l'appliquer. Et à partir du moment où tu l'appliques, tu sais qu'au terme, tu es serein. Et le sportif de haut niveau, quel qu'il soit, la principale chose qu'il doit avoir en tête, c'est d'être serein sur le carré vert, sur son parquet bien de sûr. basket, Non, mais Ouais, bien ce sûr. ce qui est dommage, c'est que, alors déjà, ça pas enseigné à monsieur tout le monde, Mhm. parce que tout le monde a besoin de cette culture économique, de l'investissement, Évidemment. de patrimoine à vie. Mais le pire, c'est que les joueurs de foot, en fait, quand ils sont à l'école au centre, très peu sont dans l'école publique avec tout le monde. C'est des cours particuliers qui sont faits avec des micro-classes. Et là, ça serait un moyen de leur apprendre des choses à petits groupes, mais avec un intérêt réel demain. Parce que très souvent, malheureusement, les joueurs qui rentrent dans un centre oublient que 80-90% ne vont pas faire carrière. Ils rêvent à ça. Et donc, on a du mal à les sensibiliser, à passer des diplômes, à travailler. Mais là, ça serait une matière réelle pour leur expliquer. Voilà, ça va être important. Demain, tu réussis. Ben, tout cela, tu dois le mettre en place. Parce qu'ils le font pour l'hygiène, pour la nourriture. Il n'y a rien qui est en place sur le premier contrat professionnel. Il n'y a pas quelque chose où il n'y a rien qui est mis en place les aujourd'hui. clubs, le syndicat des joueurs, il n'y a rien. C'est des micro-informations, mais il n'y a pas Ok. une vraie formation. Il n'y a pas une obligation de vraie formation au quotidien pour leur apprendre les clés Mhm. et les bases des choses. Et ça ne veut pas dire, je vous envoie un formateur, il va vous vendre un produit. Mhm. C'est-à-dire, je vous envoie un formateur, il va vous former, Mhm. il va vous éduquer. Complètement. Comme j'ai un prof de maths, Complètement. j'ai un prof de finance. C'est... Mhm. Et là, parce que les joueurs, après, quand on se met à table avec eux, ils percutent très vite. Hein. Ils Ouais. comprennent très vite. Hein. Ouais, il y a toujours une partie, c'est difficile. Ça sera toujours, c'est l'histoire de la vie, mais l'immense majorité aujourd'hui percute très vite et veut mettre en place. Et veut mettre en place beaucoup de choses qui vont après, Ouais, avec bien la sûr. nécessité d'investir. C'est normal, ça regarde leur carrière, leur futur, donc forcément à un moment donné ils percutent. Je voulais qu'on parle d'un sujet, c'est la détecte des talents, parce que aujourd'hui vous avez un marché, vous êtes mis en relation avec des joueurs, mais je pense qu'il est très intéressant, c'est aussi de trouver des jeunes talents qui n'ont pas encore signé de contrat ou qui sont en vogue pour signer leur premier contrat. Comment on détecte un talent ? Et c'est quoi les critères que toi, Michael, tu regardes en premier chez un jeune joueur pour te dire, ok, ça m'intéresse et j'aimerais m'occuper de sa carrière? Alors, la détection de talent, elle se fait à différents niveaux. Il y a déjà les clubs qui font une détection de talent, mais qui, eux, vont chercher sur les 10-13 ans pour les faire rentrer en centre de préformation et après chez eux, et notamment en région parisienne, et pour moi c'est un des plus gros scandales parce qu'il y a un marché au rêve qui existe là-bas, et donc on va chercher des talents aussi jeunes. Les agents, on va pas aussi jeunes chercher des talents, sauf en région parisienne, on va les chercher à 13, 14, 15 ans en faisant marcher, et on a une casse Énorme. comme un centre de formation, il y a plus de 90% Oui. d'échecs après, mais par contre, il y a plein de gens qui vendent à des familles les rêves, les familles rêvent de ça, certaines familles se saignent Ouais. pour payer ces personnes-là de manière totalement illégale, mais juste pour croire en cette chance-là. Ouais. Après, les agents, normalement, et nous en tout cas, on va vers 16, 17 ans, 15, 16, 17 ans. On Ok. est redescendu un peu au départ, c'était que 16, 17 ans, et on allait dans les centres de formation
parce qu'il y a déjà une présélection qui est faite par les clubs, et à partir de là, on peut regarder. Ensuite, quels critères? C'est très, très, très subjectif. Les clubs, eux, ont des fiches très précises, les scouts ont des fiches. Nous, l'agent, en fait, tu peux prendre, tu vas chercher des critères forts, des points forts, mais tu es pas aussi précis qu'un club parce que ton joueur, s'il est bon, il pourra aller dans plusieurs clubs, dans plusieurs systèmes de jeu. On pourra l'aider de différentes manières. Alors qu'il y a certains clubs, ils vont chercher un physique, une qualité technique, ils ont des critères très précis. Nous, on est plus large, c'est la bonne personnalité, avec la bonne famille. L'environnement est pour nous, depuis le départ, le plus important. Ouais. La clé, parce que un joueur de foot, il va vivre énormément de frustration, énormément de moments difficiles dans sa vie. Et là, qu'il soit talentueux ou pas, Jérémy Jacquet, qui aujourd'hui va partir à Liverpool, à un moment donné, il se retrouve lui aussi à ses débuts en pro, et on lui dit non, aujourd'hui tu es peut-être dans le groupe pro, demain non, peut-être oui. Il y a des joueurs, ils ont passé 1 an comme ça à être dans le groupe pro, mais sans pouvoir jouer. Donc en fait, ces frustrations-là, au départ, si tu peux les aider à passer outre et à faire des bons choix, il faut que l'environnement soit à l'écoute et très bon. Et qu'est-ce qui fait que Jérémy Jacquet, justement, parte avec si peu de... Qu'est-ce qui fait qu'un club va miser sur un jeune joueur comme ça par rapport à un autre talent? C'est ça, en fait. C'est quoi la subtilité? Parce qu'on voit des gros transferts et tu dis pourquoi un club comme Liverpool, il va mettre le paquet sur un jeune joueur comme ça. Il y a deux phénomènes là-dessus. Tout d'abord, c'est toute l'évolution économique du football, où depuis post-Covid encore plus, mais ça commençait avant, où tous les clubs maintenant ont décidé de venir sur des jeunes joueurs, d'investir sur des jeunes joueurs pour avoir une revente derrière. C'est devenu aujourd'hui une course. Okay. Au départ, l'UEFA a un peu lancé ce système parce qu'elle a imposé d'avoir 7 joueurs issus du club pour faire une liste en Coupe d'Europe. Et donc, tous les clubs sont venus chercher des joueurs issus. Parce que issus, ça veut dire passer un certain temps, entre 16 et 23 ans dans le club. Donc, ça leur permettait d'aller. Et en fait, c'était à contresens. C'était une bonne idée au départ de vouloir mieux former chez soi. Mais ils ont fait un critère tellement large que tous les grands clubs ont décidé d'aller acheter ailleurs des talents parce que c'était difficile. Parce que par exemple, les Anglais, pendant longtemps, ils ont une limite géographique de pouvoir recruter. Okay. À plus de 50 km de ta ville, tu n'avais pas le droit de prendre des joueurs. D'accord. Donc comment chercher un vrai talent? Je vais pas en Angleterre, je vais en France. Parce que j'ai de l'argent et je fais rêver que je te fais venir. Même si quand tu t'en vas à 16 ans, tu as aussi 90% d'être en échec après, et même si on te fait rêver avec un peu d'argent. Donc ça, c'est vraiment un premier pan, où aujourd'hui on regarde que tous les clubs ont besoin de venir chercher des jeunes, parce que le jeune coûte un peu moins cher qu'un expérimenté, sur le jeune on pourra le revendre. Ouais, ok. Donc ça, c'est un premier pan, et il y a une grande réflexion qu'il faudra avoir là-dessus, et une limite à un moment donné des transferts si on veut pas que l'économie du football un jour explose, parce que tout le monde est surendetté, et tout le monde pense, comme les jeunes, avec la finance, que le prochain joueur sur la vente va nous sauver. Mais en fait, ça doit pas marcher comme ça, on devrait faire attention, on devrait contrôler. Et... Après, pour venir sur Jérémy en particulier, Jérémy, c'est pas qu'un club. Okay. Tous les jeunes talents sont identifiés par une quarantaine de clubs aujourd'hui, et Jérémy a été identifié là-dedans par quasiment tous les plus grands clubs comme le joueur qui a des qualités encore plus fortes que tous les autres. Okay. Et donc, il y a vraiment eu beaucoup de très grands clubs qui sont venus pour le faire jouer demain. Il y a un système d'enchères en fait, il y a une demande forte qui fait qu'on arrive à des prix qui sont de transfert qui sont énormes pour des jeunes joueurs. Alors là, on a 2 problèmes là-dessus. La problématique aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un club attend en transfert? C'est pas forcément un système d'enchères des acheteurs. Aujourd'hui, c'est tous les clubs qui sont propriétaires d'un joueur qui voient cet accroissement des prix et donc sont de plus en plus gourmands sur les prix, même si un joueur n'a pas fait 2 ou 3 saisons. Donc là, on a un vrai décalage du marché, et ce qui met en péril beaucoup de jeunes joueurs, parce que si on met ton prix à 10 millions d'euros, grosso modo, tu vas avoir 20 clubs, entre 18 et 20 ans. Si on te le met à 30, t'en as plus que 10. Si on te le met à 50, t'en as plus que 3 ou 4. Donc, ton choix sportif, ton choix de vie, ton choix de développement, il va être dépendant du prix.
Et donc, il va être limité, au plus le prix est haut, au plus ton choix est limité. Mais non seulement au plus ton choix est limité, mais au plus ta responsabilité, ta difficulté de performance sera importante. Parce que quand tu es payé très cher, tu vas dans des clubs très hauts qui ont des objectifs de gagner des titres. Quand on va à Dortmund ou Leipzig, ben là, on doit juste jouer. On n'est pas obligé de gagner un titre. Ouais, bien On sûr. doit se qualifier pour une Ligue des Champions, bien jouer, se développer. Haaland est passé par là et tout se passe bien parce qu'il s'est développé. Après, il va à City, mais il est arrivé à City à un certain âge, avec une certaine confiance. Et c'est moins, le risque d'échec est plus limité. Il y a des steps qui sont évolutifs. Exactement. Et les prix viennent tuer les steps. Et les prix que demandent les clubs aujourd'hui empêchent des joueurs de pouvoir se développer, de pouvoir partir, de pouvoir jouer, et vont les obliger à jouer à un niveau qui n'est pas forcément le leur. Voilà. Et ça, c'est une mise en danger qui est très importante. Et donc, pour revenir à ce que tu disais au départ, nous, notre rôle, c'est de faire attention. C'est de faire attention, de pas faire, d'essayer de limiter. Alors, sur le cas de Jérémy, c'est pas le bon exemple. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y avait une telle valeur du joueur et de tel club que tu pouvais. Mais le but est de limiter aussi la volonté économique du club vendeur et de limiter la mise aux enchères pour pas que ton joueur aille au plus offrant. Ouais, bien sûr. Et pour que ton joueur puisse toujours avoir le choix de là où il va vouloir aller se développer. Et ça, c'est un gros débat. Il y en a qui vont aller au plus offrant, qui vont servir de tous les clubs et ils auront une meilleure commission, ils auront des choses. Pas de problème. Ça existe, je leur en veux pas. On a le droit, chacun fait son choix. Nous, en tout cas, à chaque fois, on fait attention de choisir la limite pour que tu puisses quand même avoir un choix. Un vrai choix. En minimisant, si possible, les risques sportifs de ton développement. Mais il y a un point capital, parce que j'aime beaucoup le développement de Mika et l'écouter, et on se connaît depuis longtemps. Je pense pas qu'une seule fois, et ce sont pas des joueurs que je gère, donc je dis ça très objectivement, pas une seule fois il m'a dit, tiens, j'ai un joueur top là qui n'est pas réussi. Donc dans son approche, ce qu'il omet de dire, c'est qu'ils ont une vraie compétence technique footballistique, en dehors de cette compétence humaine qu'ils ont, parce qu'ils ont accompagné des joueurs du premier contrat au dernier contrat sur des carrières de plus de 20 ans. Ouais. Mais je veux dire, en termes de connaissances, on prend l'exemple que vous venez de citer. Moi, je ne savais pas qui c'était il y a 2 ans ou 2 ans et demi ou 3, je sais pas, il y a une discussion, il m'a dit, j'ai un jeune, tu verras, c'est exceptionnel. Mais il n'avait pas fait un match en pro. Ouais. Et ça, on l'occulte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient être n'attirés que par l'appétence financière. Dans le cas de Mika et de son équipe, puisque je connais des membres de son équipe, ils ont une vraie connaissance de la personnalité du joueur, de ses capacités. C'est très difficile à 16 ans de savoir si le type va faire une carrière exceptionnelle. Bien sûr. Et souvent, je parlais, bon, mon fils est plus ardu au foot que moi, mais je lui disais, tiens, il y a tel joueur, il s'amusait à le suivre, et il me dit, ah, Mika, il avait raison, mais il me rappelle ça 2 ans après, quand j'ai oublié le nom du joueur, et il me dit, il a raison, regarde, ça y est, il commence à être titulaire. Donc il y a cette vraie connaissance qu'ils ont dans leur équipe, c'est très dur à voir. Bien sûr. Et après, réussir, puisqu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, ce sont les étapes de vie, et elles sont presque très souvent similaires. 18, 22 ans, les parents, la famille, l'entourage. 22, souvent, il rencontre une femme, tu vas passer par l'étape femme, et il va être mûr, seul, indépendant. Je dirais à 25, je sais pas si tu partages ça. Tu as des étapes. C'est à peu près ça, les étapes. Et ça veut dire que tu dois faire 8 ans, où c'est la vie des autres qui compte. Ouais, bien sûr. C'est très, très compliqué. Humainement, cette idée de formation tout à l'heure, ou de pédagogie, doit être très développée. Parce que tu dois fidéliser une personne dont les étapes intérieures vont complètement évoluer, changer, et dont l'entourage va changer. Ouais, avec des gens qui travaillent de mentor, grand frère, il y a quand même beaucoup de... Alors, tout ça en faisant très attention à quelque chose, c'est de laisser le libre arbitre aux joueurs de ses décisions de vie. Parce qu'il serait très facile par moment de basculer et d'imposer des décisions, de les formater comme on veut, de les amener où on veut, parce qu'on a des intérêts ou parce qu'on pense quelque chose. Et le plus important à chaque fois, dans ce schéma-là qui est long, qui est compliqué, parce que les parents ont des pensées, la femme aura une autre pensée après, des fois il y a des séparations, des fois il y a des crises. Comment on a besoin, mais toujours laisser le libre arbitre au joueur, l'être à l'écoute, tout lui expliquer, les conséquences de chacune des actes. Pourquoi quand on prend une décision, il faut penser à ça, à ça, à ça. Pourquoi quand je vais prolonger un contrat quand j'ai 18 ans, que je passe de 5 000 à 30 000, c'est peut-être une mauvaise idée.
parce que la durée d'un contrat pour certains est un avantage parce qu'on se dit j'ai tout le temps, mais non, en fait la durée du contrat c'est je peux te vendre plus cher. Parce que plus j'ai de durée, au plus je peux te vendre. Et puis si j'ai pas le prix que je veux, tu restes à la maison. Ouais. Et donc comment expliquer ça? Parce que dans l'esprit de tout le monde, une durée par exemple, c'est la sécurité. Si mon fils se blesse, puis il va gagner 20 ou 25 000, c'est déjà énorme. Et expliquer à des familles qui gagnent entre 2 et 4 000 euros par mois que 25 000, c'est pas beaucoup d'argent. C'est impossible. C'est impossible d'expliquer. C'est pas. Non, on y arrive, mais c'est pas simple. Oui, mais à comprendre, c'est pas simple. Il faut du temps. Et les enjeux. Et donc, comment s'adapter aussi à chaque joueur? Parce que on parle de Jérémy, mais on avait Januel Bélocian qui était même club. Moi, je rigole depuis un moment. Je dis ça à tout le monde parce que même club les deux, même année de naissance, très amis tous les deux originaires de la Guadeloupe, même poste. Et puis tout d'un coup, en début de saison, une année, j'en ai un qui est à Leverkusen. Un qui est en prêt à Clermont. Et là, j'ai une horde d'agents qui ont appelé, qu'est-ce qu'il a fait votre agent, il est ridicule, c'est pas des choses à faire. Mais en fait, le joueur, la famille savait très bien pourquoi il était à Clermont, on savait pourquoi il était là-bas, et tout était clair, et on savait pourquoi dans son développement, c'était le moment de faire ça plutôt que de faire autre chose, c'est un vrai choix. Et j'expliquais que il fallait juste attendre 1 an ou 2 ans. À un moment donné, 1 an et demi après, ils se sont retrouvés tous les deux en équipe de France Espoir. Et au même niveau. Voilà. Et parce qu'il faut savoir être à l'écoute et comprendre, expliquer, avancer chacun. C'est pas le même chemin pour tous les joueurs. Exactement. C'est pas le même chemin. C'est le temps, la maturation. Le but, par contre, c'est, comme vous avez dit, c'est qu'ils arrivent à un moment donné entre 23 et 25 ans au maximum de leur capacité, développer, former, et pas être pressé avant. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, tu le disais avant, oui, on va chercher des pépites, on veut que la pépite, elle explose de suite. Ok, Kylian Mbappé, c'est un phénomène. Il a pu exploser, mais parce que tout d'un coup, à Monaco, il y avait un effectif réduit. Il n'y avait pas de concurrence au poste. Donc, il avait le droit de réussir ou de rater. Si au même moment, il est au Real de Madrid, où il doit absolument gagner le titre, il n'a pas la même carrière peut-être. C'est pas forcément le même temps de jeu au même moment. J'aime beaucoup, je me rappelle jamais son nom de famille, au jeune milieu de terrain de Paris Saint-Germain. Il y en a plusieurs. Français, le plus jeune français qui sort du centre de formation. Zaïre Emery. Tout le monde, l'année dernière, il a quasiment pas joué. Oui. Il a quasiment pas joué. Alors que l'année d'avant, les 6 mois avant, il avait beaucoup joué. Ouais, c'est vrai. Peut-être trop, parce qu'à un certain âge, on doit aussi faire attention au temps de jeu pour pas avoir une chute après. Ouais, bien sûr. Mais l'année dernière, il a pas joué, mais on l'a pas entendu. Pas un article dans la... Je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, mais je suis admiratif parce que pas un article dans la presse, pas une humeur, pas une histoire. Et cette année, il fait tous les matchs. Il a repris ça. Parce qu'il y a eu un moment, il a compris, et certainement avec son entourage, il y a un moment de faiblesse, de difficulté, mais il n'a pas hurlé. Et le club a été patient aussi avec lui. Et c'est pour ça que... Il y a une forme d'humilité qui s'est installée peut-être, et c'est là où elle est la différence. Tu parlais au début l'important, c'est l'entourage et la personne, sans parler du terrain, oui, à niveau similaire, mais l'humilité et on va dire la sagesse que peut avoir un joueur, c'est ce qui va peut-être l'emmener plus loin ou plus vite dans des meilleurs contrats ou des meilleurs clubs. Il faut accepter le plus vite, je suis un peu trop, mais il faut accepter le temps. Okay. Accepter le temps de développement de la personne, du joueur, accepter le moment difficile, le moment de frustration, et s'en servir de le comprendre du pourquoi. Et comment on est sûr d'aller quelque part. Parce qu'on est sûr qu'on va arriver là, mais on va passer par là, comme ça, on va redescendre, on va remonter. Et comment on t'accompagne dans ces moments-là, dans chacun des moments, pour t'aider, pour te soutenir, mais aussi te mettre face à tes responsabilités. Parce que parfois, c'est ta faute. Et puis, même si c'est pas ta faute, en fait, tu peux jamais interagir sur le choix de l'entraîneur, sur le choix du directeur sportif, sur le choix de club qui veut t'acheter ou pas t'acheter. Par contre, sur toi, tu peux interagir tous les jours. Comment tu peux mieux travailler, comment tu peux t'améliorer, comment tu peux mieux percevoir les choses. Et ça, c'est le travail fondamental. Comment, toi, on t'aide à devenir plus fort. Et quand tu deviens plus fort, tout d'un coup, là, le plus vite se déclare. Mais parce que tu as fait tout le travail intrinsèque. C'est le principe de la formation pédagogique, du développement de l'être humain, majoritairement sportif, humain, et après financier, c'est la même chose. Tu retrouves les mêmes principes d'une vie financière. Elle a un peu moins de sinusoïdes, mais néanmoins, elle en a. Et c'est de dire, voilà, tu veux arriver là, il faut aller là. Et tu ne peux arriver là que par ce moyen. Il n'y a pas d'autre moyen.
Voilà, le reste, ce serait du bonus, mais la base, il faut la suivre. Et on voit vous avez une spécialité extrême de joueurs longs, c'est-à-dire qui restent très longtemps chez vous. C'est signe que l'accompagnement global est extrêmement développé. Et j'ai toujours noté, pour avoir croisé de nombreux joueurs qui travaillaient avec Mika et que je ne connaissais pas, un immense respect entre eux. J'ai des joueurs où ça fait 20 ans que t'es l'agent, qui te vous voient toujours. Il y en a qui sont, il y en a un toujours. Il a fait sa carrière. Non, j'en ai deux. Voilà. J'en ai un qui est en activité, qui continue à me dire toujours vous. Ouais. Et j'en ai un qui a fini sa carrière, mais alors il me dit Michael maintenant, avant c'était Monsieur Manuelo. Et mais pourtant on passait des heures à boire des bouteilles, à rigoler, mais t'as pas envie de changer ça parce que ça a marché et tu te dis peut-être si je bouscule, alors c'est anecdotique, hein, on parle d'un tutoiement ou du nom, mais ça a marché comme ça, donc pourquoi le modifier? Après, c'est aussi notre adaptation au mode d'éducation que les personnes ont reçu, comment ils nous perçoivent, et c'est très bien. Voilà. Après, c'est anecdotique, j'en souris, mais c'est très respectueux. Bien sûr. Mais c'est ça, le mot, c'est respect. Et si dans les deux cas, on va dire agent ou gestionnaire de patrimoine, tu inspires le respect, mais t'as gagné 99% de ce que tu dois faire. Parce que tu sais que dans tous les rapports, on n'est pas non plus infaillible. Tu peux à un moment avoir une faille. S'il te respecte et qu'il te le dit, tu dois avoir l'humilité de dire tu as raison, ok, mais ça cassera pas. On n'est plus dans une relation, on est dans un vrai lien. Ouais, bien sûr. Et je pense que Mika, avec ses joueurs, a un vrai lien, et je pense que j'essaye de développer tout le temps un vrai lien qui évite justement les accros d'une simple relation. Bien sûr. J'ai une question, une astérix encore, on parlait des jeunes joueurs et de l'argent. Comment un joueur est toujours mineur au moment d'un contrat? Là, c'est plus une question pour toi, Olivier. Imagine quelqu'un de mineur qui vient à avoir des sommes d'argent assez importantes. Sur l'investissement, comment tu dirigerais ça, sachant qu'il n'est pas majeur et que... Là, on est dans un cadre légal, donc un mineur ne peut pas signer un contrat. Ouais. Donc ce sont les parents qui vont signer, qui vont dans la signature jusqu'à sa majorité. Et tu vas être sur, si on veut aller dans la notion de risque, tu vas être sur 0% de risque. Et sur la notion immobilière, tu vas pas pouvoir en faire, puisque tant qu'il ne va pas être majeur, on ne va pas obtenir de crédit immobilier. Après, en termes de football, c'est extrêmement rare. Ah ouais. On est en dessous d'1% d'un joueur qui avant la majorité pourrait gagner. En termes de mannequinat, d'actrice, ça peut arriver. Ouais. Là-dessus, mais sur les mineurs, c'est football, hyper rare. Ouais. Il peut y avoir un transfert, un joueur un peu important, mais sur la masse salariale, c'est vraiment ça joue pas, tout à fait. Ok. Dans les erreurs, Michael, que tu as pu rencontrer de joueurs, la plus grosse erreur que tu aies pu voir, sans citer forcément de nom, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ta carrière d'un joueur qui a fait une grosse erreur, soit sur un choix de club et qui a eu une grosse répercussion sur sa carrière, ou des choix financiers, etc. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose qui te vient en tête quand je te parle de ça? Alors, quand on travaille avec les joueurs, on a un devoir de réserve. Oui, bien sûr. Donc, il y a des choses dont on ne peut pas dire. Ok, qu'est-ce que serait une erreur alors qu'est-ce que serait une erreur pour toi, une grosse erreur? C'est-à-dire que, en fait, je suis plus dans la limite que a le rôle de l'agent. Tout à l'heure, tu parlais du fait de avoir à un moment donné laissé le libre arbitre aux joueurs. C'est quoi les limites de l'agent? C'est quoi les limites par rapport au libre arbitre et par rapport à la prise de décision? L'agent, à un moment donné, doit savoir où il doit s'arrêter. Quelle que soit notre relation humaine, c'est un métier. On a des responsabilités et la personne qui doit assumer ses choix, c'est pas moi qui dois assumer le choix d'un joueur. C'est le joueur qui doit assumer ses choix. Et donc, à un moment donné, on doit conseiller jusqu'au bout, batailler pour être certain, même si des fois on est contre un choix, batailler jusqu'au bout, mais après lui dire, ok, tu as fait le choix, très bien. Donc si demain matin ça va mal, je vais pas te dire je te l'avais dit, je t'avais prévenu. Je vais te dire c'est pas grave, on va le transformer. Okay. C'est qu'à un moment donné tu avais vraiment besoin de vivre ça, tu voulais vraiment le vivre, très bien, c'est pas grave. Par contre tu es en difficulté, alors là tu es en difficulté, tu vas pas me dire ah non j'aurais pas dû faire ça ou quoi que ça, non. Par contre maintenant tu es dans le dur, mais on va t'aider à sortir du dur. Comment on va t'aider, comment on va travailler, comment on va rebouger. Et par contre on va pas regretter. Oui, on gagne ensemble, on perd ensemble. Exactement.
Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, ce Non, il y a pas sentiment d'ego, de, ouais, c'est ça. On doit avoir un fort ego parce qu'on doit les amener, on doit être sûr des conseils, de notre force, de notre vision de certaines choses. Mais à un moment donné, on doit s'arrêter. On doit accepter que c'est sa vie. C'est son choix. Et on va t'aider quels que soient tes choix. Et même dans les pires, à un moment donné, si ça se passe très mal, on sera là. Ouais. On va t'aider à te relever, à repartir. Pendant la carrière, il y en a d'autres, on parle d'économie. On a une personne qu'on connaît très bien, qui a 3 ans nous a appelé parce que il n'avait toujours pas compris le calcul de la TVA, les charges salariales à payer. Et on a aidé encore avec son contrôleur à étaler, à mettre des choses en place. Parce qu'il y en a, ça prend très longtemps. Ou ça vient pas. Parce que dans leur tête, après c'est la nature humaine. Alors moi des exemples j'en ai beaucoup plus que Mika et je vais pas citer de nom, mais les exemples principaux c'est en gros de ne pas avoir conscience qu'à un moment donné, si tu ne mets pas de côté, tu n'as rien. Et deuxièmement, si tu as pu mettre de côté entre 18 et 22, qu'après tu le crames et tu peux rien. J'ai eu des joueurs avec une affection extrême qui sont venus quand ils avaient 35 ans me dire ouais, je sais Olivier, si je t'avais écouté, j'aurais. Je l'ai plus aujourd'hui, j'ai eu tort. Je dis c'est pas grave pour moi. Oui, pour lui c'est quand même grave. Ouais. Mais par contre, ils arrivent à un moment donné à avoir conscience. On voit encore des joueurs professionnels avec un très bon niveau qui se retrouvent au terme de leur carrière employés municipaux ou à nettoyer des terrains de tennis, etc. Parce qu'ils ont fait des erreurs, ce que tu évoques. Après, s'ils sont heureux au terme, une fois dans une discussion, tu me disais finalement ils sont partis d'un point A, ils ont connu un summum, ils reviennent à ce point A. S'ils le vivent bien, c'est pas très grave. On aura essayé de les accompagner, puis à un moment il y a une rupture qui est un peu différente de celle de l'agence. C'est à partir du moment où la personne ne veut plus épargner, ne veut plus investir, etc. On ne va pas les forcer. Bien sûr. Et oui, tu arrives à des termes de choses où ils n'ont pas. Et finalement, s'ils le vivent bien, c'est absolument pas dramatique. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait une période dorée d'une vie, mais qui revient à sa routine. Donc, les erreurs, c'est plus de ce type-là. Voilà, donc c'est jamais... Pourquoi tu dirais que certains, ils finissent solidement leur carrière par quel choix financièrement et d'autres, ils finissent ruinés, en fait? Parce que les premiers ont compris, notamment en investissant beaucoup en immobilier, si tu regardes 95% de ceux qui ont du patrimoine au terme sont ceux qui ont investi en immobilier à crédit, puisque eux gagnent bien leur vie, le banquier leur prête de l'argent et le locataire leur paye le loyer. Donc avec un tiers des sommes, ils constituent un patrimoine. Et les autres ont préféré vivre. Voilà, je suis pas là pour les blâmer. Mais je sais juste que si à terme, on revient au début de l'émission, si à terme tu veux avoir tant, il faut mettre tant de côté. Ouais. Si tu le fais pas, soit tu auras moins, soit tu n'auras rien. On a même des joueurs, moi j'ai rencontré des joueurs qui finissent, et à l'époque il n'y avait pas le prélèvement libératoire de l'impôt, qui ont fini leur carrière, qui doivent les 3 dernières années d'impôt qu'ils n'ont pas déclaré et qui n'ont rien. Oui. Donc c'est-à-dire que là ils ont rien et ils doivent X milliers ou centaines de milliers d'euros pour le futur. Ouais. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Il y a longtemps, il y avait la cigale et la fourmi. C'est pareil. L'enseigner, il faut la regarder, il faut la comprendre, parce que c'est l'histoire de la vie de tout le monde. Et c'est pas une question de montant. Parce que souvent, tu dis, aujourd'hui, un joueur qui gagne 100 000 euros, mais c'est faux. Non, mais je suis content que tu dis ça, parce qu'en fait, bien sûr, c'est tous les cas dont on parle de ruiner sont ceux qui ont beaucoup gagné. Oui, complètement. Parce que quand on prend tous les joueurs de Ligue 2, il y en a très peu. Et oui. Ils ont un patrimoine. Ils ont tous un patrimoine. Ou ils ont un commerce. En fonction de ce qu'ils ont gagné. Mais le joueur qui gagne entre 5 et 20 000 euros toute sa vie, il sait créer quelque chose. Il n'est pas ruiné. Il va devoir travailler, il le sait, parce que avec ça, on peut pas, en 15 ans, se faire un patrimoine pour vivre toute sa vie. Mais eux, il n'y a pas. Par contre, tous ceux qui sont en danger, c'est pour moi, grosso modo, ceux qui dépassent les 50 000 euros. C'est ce que j'allais te dire. En fait, il y a un moment donné une somme qui fait que le cerveau, enfin, en tout cas, la personne, elle voit les choses différemment. Oui, mais parce qu'en plus, on entend 50 000. Mais c'est pas 50, c'est 25. Oui, bien sûr. Ouais. Mais oui, et non, et même dans le social. Oui, dans les charges sociales. Donc, un président de club, il parle en brut social. Vous êtes les 2 personnes bien placées, mais j'ai une question, c'est qu'est-ce qui reste si je prends un salaire de 100 000 euros?
qu'est-ce qui reste à la fin pour le joueur? Parce que ça, on entend parler les salaires, on voit, ils prennent tant de millions par an, ils prennent tant par mois. Et c'est bien de dire aux gens qu'est-ce qui reste après 100 000. Après, il peut me corriger. Moi, j'explique aux joueurs que déjà, on divise par 2. Donc, il reste 50. Et sur les 50 qui restent au départ, il y a un tiers qui doit aller à minima dans les investissements. Et sur les 2 tiers, on calcule le train de vie et les dépenses somptuaires qu'on pourrait avoir. C'est la base minimale. Et il y a longtemps, ces 3 tiers, en fait, c'était un tiers impôt, un tiers placement, un tiers vie. Voilà. Maintenant, il n'y a plus les impôts, donc on reste, on va laisser. Et au plus ils montent, au plus c'est plus 50% de placement. Ouais. Et après, le reste en train. Oui, en fait, la première chose que tu dis finalement à quelqu'un, c'est si tu fonctionnes comme ça, tu vas avoir un équilibre. Après, ça reste, il y a toujours la limite de ce qu'il va faire avec son argent. C'est l'histoire de la vie. Hein. Ouais. Le déséquilibre peut exister, mais il doit être exceptionnel. Ponctuel. Voilà, si on est milliardaire, on peut être en déséquilibre tous les jours, mais avant d'être milliardaire, c'est difficile. Donc, mais l'équilibre fait qu'on sera heureux toute une vie, et pas que 5 ans de sa vie ou 10 ans, et comprendre que ouais, c'est super de s'acheter une super voiture, mais en fait, c'est les émotions qui vont nous faire vivre. Et donc, on doit faire abstraction des émotions. Au départ, c'est le football, après, c'est la famille, et après, c'est qu'est-ce que je vais faire aussi de ma vie en dehors. Bien sûr. Qui je vais être, comment je vais partager tout ça. Parce qu'à la fin, on regarde pas combien tu as gagné. Mais à 35 ans, il nous reste 50 ans de vie. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais moi, je vais être plus drastique que Mika, tout simplement parce que... C'est ça que j'ai voulu parler en premier. T'as bien fait. Parce que le président de club, les médias parlent en brut social. En France, on a des charges sociales supérieures à 20%. Donc, quand tu dis tu vas avoir un contrat de 100 000, le joueur entend 100 000. Mais en fait, concrètement, il n'a que 80 000. De ces 80 000, t'enlèves 50% d'impôts. Je passe à 40 000. Donc, je suis parti de 100, je n'ai que 40. Et là, après, la règle des 3 tiers s'applique. Mais elle s'applique plus de la même façon. Parce que si j'entends un tiers de 100 000, je peux mettre 33 000 de côté par mois. Quand j'entends un tiers de 40 000, je mets... Non, de 40. Tu vois, t'as pas suivi. T'étais joueur. Et donc, ça fait 13 000. Ah non, c'est pas du tout pareil. C'est 13 000 fois 12. On en revient à peu près à 150 000 d'économie. Et il faut 10 ans pour avoir 1,5 million et pour avoir 5 000 euros de revenus de rente, par mois. Et donc, tout d'un coup, avec 100 000 euros, il me faut 15 ans si je mets 13 000 par mois, grosso modo. Donc, là, tout d'un coup, c'est pas effrayer les gens, c'est montrer la réalité. Parce que quand on dit à quelqu'un, mais tout le monde, tu vas gagner 100 000 euros, il dit, waouh, ma vie. Oui, ça y est. Ma vie, non, il faut que toute ma vie, les 100 000 euros, si je veux tenir un certain train de vie. Mais il y a un point qui est important aussi, c'est qu'on dit toujours, c'est une chose que je dis aux parents et aux joueurs jeunes, je dis, ne faites que ce que vous comprenez. Quand vous commencez à avoir des gens qui vous expliquent que 1 plus 1, ça peut faire 3, ne le faites pas. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire que, il faut que nous, on soit capable de les éduquer à des choses de plus en plus évoluées, mais 2, pour détecter quelqu'un qui peut être malsain, donc ça peut être un agent malsain ou un conseiller financier malsain, c'est le malsain essaye toujours de te noyer dans des choses que tu ne comprends pas. Le sain essaye de te dire, fais ce que tu comprends. Pourquoi ? Parce que si tu comprends pas, c'est que quelque part, quelque chose ne va pas. C'est toujours dans le sens éducatif de dire, voilà, fais ce que tu comprends. Parce que si tu comprends pas, tu vas faire sans comprendre et à un moment, tu vas plus faire ou tu vas mal faire. Mais faisons ce que tu comprends. Quand tu achètes quelque chose qui vaut 100 000 aujourd'hui, que tu le payes à crédit sur 10 ans, ça va te coûter à peu près 2 000 euros par mois. Au terme, tu auras ton bien qui est entièrement payé. Tu vas percevoir tes loyers, etc. C'est ça. Et si à un moment on lui explique qu'en mettant 1 euro, il va créer 1 million de patrimoine, ça va être compliqué. Bien sûr. J'ajouterais à ça, sur lequel je suis totalement d'accord, c'est qu'aussi, il doit pas chercher le produit dont on lui vend la meilleure rentabilité, ou une énorme rentabilité. Les produits à 10, 15%,
ça Sont rares. n'existe pas. Mhm. Ouais, ça peut Sont rares, exister, mais sont bon, rares. voilà, et il y a des moyennes. Et donc, c'est là aussi, on sait si on va vers un vendeur de rêve ou quelqu'un qui est concret, qui sait Bien avancer sûr. dans le temps. Mais c'est la même chose dans notre métier, hein, celui qui va avoir un jeune joueur qui dit dans 2 ans, tu vas gagner tant, ta mère, elle va avoir tant, c'est pas le but. Ouais. Non, d'ici 2 ans, comment tu vas développer, comment tu vas jouer. Et un jour, on peut avoir une somme, et la somme, en fait, nous, on l'aborde jamais. C'est la Oui, tu conséquence t'avances de pas. quelque chose. Et c'est la même chose sur le placement. Bien Tu places sûr. petit, ça sera la conséquence de tes efforts qui fera que tu pourras avoir une liberté dans ta vie plus tard. Alors moi j'ai une question, est-ce que j'ai le droit de lui poser des Bah, questions? évidemment, Non, mais, évidemment. En tant qu'invité permanent, non, tu non, peux. non, non, mais aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que tu as cité tout à l'heure, et ça m'étonne pas, ta philosophie du joueur, et tu parles là depuis une demi-heure beaucoup du joueur, et après il y a le club, et au sein du club, il y a des dirigeants de club. Comment, à ton niveau, on acquiert le respect et la confiance d'un dirigeant de club, parce que le dirigeant de club, il voit passer des générations de joueurs. Et toi, tu es toujours là, et lui est toujours là. Dans ce rapport, qu'est-ce qui fait, alors c'est vrai qu'il tourne parfois, mais Ah, ça, qu'est-ce c'est- qui fait que tu arrives à avoir un vrai rapport de respect d'abord et de confiance ensuite sur les transactions de joueurs? Alors déjà, le club reste. Les hommes dans le club, c'est plus tout à fait pareil. Quand j'ai commencé à travailler, je vais à Nantes, Robert Budzinski, 25 ans qu'il est au club. Monsieur Le Filâtre arrête 25 ans qu'il est au club. Et Jean-Luc Bellet à Nice, 25 ans qu'il est au club et il est décédé, il était toujours au club. En fait, pendant un temps, le club, les hommes incarnaient un club. Aujourd'hui, on est plus dans un monde de carrière et tout le monde bouge. Les éducateurs, les recruteurs, les directeurs généraux, les directeurs sportifs. On a beaucoup de présidents salariés qui vont changer, alors qu'avant, le propriétaire était très souvent là au quotidien, ou les personnes qui dirigeaient étaient là tout le temps. Donc, c'était au départ la clé de savoir, avec ma petite tête de 28 ans, dans un métier où il n'y avait que 30 agents, d'arriver et de leur dire, messieurs, vous pouvez me faire confiance parce que je vais faire des plans de carrière sur les joueurs. Et le Filâtre qui était à Rennes la première fois, il arrive et me dit encore un utopiste. J'en ai vu plein dans ma vie. Bonne chance, monsieur Manuelo, mais je pense pas qu'on se reverra. Et 2 ans plus tard, je passe certains événements, on a un joueur, Christophe Mella, tout ça, qu'Olivier a bien connu. Il est dans son bureau parce que Rennes veut le recruter. Et monsieur le Filâtre lui dit qui est ton agent? Et Christophe répond j'hésite. Et entre 3 noms. Et il me cite dans un des 3 noms. Et Gérard Le Filâtre lui dit tu peux signer avec Michael Manuelo parce que lui, il a tenu tous les engagements qu'il m'a dit entre le premier jour et aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça que tu obtiens le respect. Alors, soit tu leur amènes des gros deals et tu fais gagner de l'argent au club, et donc tu as un respect, mais c'est un côté économique. Mais nous, au départ, on n'était pas du tout dans l'intermédiation. Notre plan, c'est surtout les plans de carrière avec les joueurs. Et expliquer qu'un joueur, il doit rester de son centre de formation, signer son premier contrat, se développer et après partir. Aujourd'hui, maintenant, tu dois partir un peu plus vite si tu es très fort parce que le monde économique a changé autour du foot. Mais c'est comme ça qu'année après année, les gens ont compris que on prenait un engagement et que même si l'économie du football est devenue un peu plus folle, un peu plus forte, un peu plus riche, on garde nos engagements. Et tous nos débats avec tous les dirigeants, bon après ils changent, un jour il est là, un jour il est là, un jour il est là, mais c'est la même personne. C'est juste qu'on l'associe à notre club, comprennent que dans les engagements, on va au bout. Même si on doit défendre le joueur, il ne faut jamais oublier que pendant un temps long, le joueur et le club, ils ont les mêmes intérêts. Bien sûr. Donc on a les mêmes intérêts. Et il y a des moments où on va s'achoper parce que tout d'un coup, on n'a pas le même intérêt, mais c'est sur un point. C'est la culture. J'ai un dirigeant turc il y a longtemps, il me l'a très bien exprimé. Il m'a dit un jour, j'ai appris à dire non à ma famille. Qu'est-ce qu'il veut m'expliquer? En plus, c'était en anglais. Et il dit non, parce que les gens, et il me parlait d'un de mes joueurs qui était dans son club. Et ton joueur, si on n'est pas d'accord sur un sujet, tout d'un coup, toute la relation humaine, elle est bloquée. Elle n'est pas faussée, elle est bloquée. C'est tout d'un coup, on n'est pas d'accord sur ça, tout le reste, on ne peut plus parler du reste. Alors que non, on ne peut pas être d'accord sur ça. Puis 5 minutes après, on peut rigoler sur ça, on peut parler de politique sur ça, on peut parler de ta vie sur là, d'un autre problème. Et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, dans notre relation avec les clubs, il y a des moments où on n'est pas d'accord, on va batailler.
Mais c'est bon, l'instant d'après, on peut parler d'un autre sujet, d'un autre joueur, Avancer d'un quand autre même. problème, et reparler normalement. C'est pas parce que... Et ça, c'est un savoir-faire de relation Bien sûr. pour justement éviter à chaque fois que tu as une difficulté quelque part, créer un clash qui va exploser Oui, ta relation avec le club. Parce que, or, tu es dans l'immobilier, à Menton, vous avez je sais pas combien d'appartements en vente. Nous, en France, maintenant, il n'y a que 36 clubs. ouais. Faut pas l'oublier. Il n'y a Ouais. que 36 clubs. Et sur les 36 clubs, bon, si tu veux gagner plus de 50 000 euros par mois, aujourd'hui, avec les droits télé, on n'en a plus que 9 ou 11. Donc, Vaut et mieux c'est très soigner ses important. relations, ouais. Ouais, mais c'est très important parce qu'aussi, en faisant ça, alors certains pensent qu'il faut toujours hurler, crier, faire des grands clashs. Non. Dans la vie, quand on anticipe les choses, quand on les prépare, Mhm. quand on discute, quand on a des bonnes relations, on arrive à tout de la même manière, Ouais, bien sûr. sans avoir besoin. Nous, depuis qu'on a commencé pour faire un transfert, on n'a jamais hurlé, un joueur qui a fait grève, Ouais. était là. On a toujours réussi. Et c'était par moments Oui, parfois chaud. des moments difficiles, hein, parce qu'il y en a qui veulent pas, mais on a toujours réussi. Parce qu'on peut toujours y arriver. Ouais, mais parce que la clé de leur réaction, ce sont les rapports humains. C'est ce qu'on disait On en a plusieurs parlé fois. la dernière fois. C'est ça. C'est toujours l'humain Ça me qui faisait fait la penser à ça. différence. C'est-à-dire que Mika, entre guillemets, met en avant vend ses qualités humaines et celles de son équipe. Et il va avoir des rapports humains avec les joueurs, humains avec les dirigeants, et on va chercher, nous, à avoir des rapports humains. Et plus t'es sincère humainement, et encore une fois, plus il y aura de technologie, plus il y a de data dans le sport, Ouais. plus l'humain va faire la différence. Ah, mais c'est Parce que clairement justement, ça. si tout devient informatisé, ça va être cet instant humain plus court qui va faire la différence. Bien sûr. Et j'y crois dans son métier, dans le mien, dans le vôtre, dans tout ce que vous voulez. C'est Totalement une des bases. C'est dès que tu En respectes résumé, l'humain. Ouais. Oui, c'est ça très qui est la important. force. Et l'humain doit être au centre, mais ça doit pas être un humain factice. Oui, bien sûr. Oui, il faut Il y a qu'il y ait rien. une base de Oui, relation. C'est vrai, parce que Effective. on vend et on discute quand même d'hommes qui se développent Oui, dans c'est un ça. contexte. Parce Tu vends que, pas un produit. Non, la Ferrari, je la mets dans tes mains ou dans les miens. Alors, peut-être qu'il y en a un des trois qui va la cracher plus vite qu'un autre, mais le produit est le même. Ouais, bien sûr. Par contre, le joueur de foot, si je le mets dans ce club ou avec son entraîneur ou celui-là, j'ai pas le même rendement. Bien sûr. Mais pourquoi l'humain, voilà. Et voilà. En Ouais, c'est résumé, ça. En Olivier a résumé, totalement c'est ça. raison. Pour terminer, si on devait résumer, comment un joueur dure dans le foot et pourquoi un joueur va durer dans le foot selon toi, Mickaël? C'est quel critère qui va faire qu'aujourd'hui dans le football actuel, il va durer pour faire une carrière longue et la carrière qu'il doit faire? C'est très simple, j'explique depuis des années, depuis l'origine à mes joueurs qu'il faut un équilibre entre le temps de jeu, la qualité de vie et combien d'argent tu gagnes. Et quand tu as l'équilibre sur ces 3 points, quelles que soient tes difficultés, quel que soit tu es toujours heureux, tu joues, tu te réveilles et donc tu progresses et tout va bien. Quand tu es dans le déséquilibre, tu as des problèmes qui par moment tu ne peux plus surmonter. Donc c'est une histoire d'équilibre en fait. Ah ben c'est ça, mais il faut noter qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de joueurs qui jouent longtemps. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs, bon c'est peut-être Ibrahimovic qui a lancé un peu la mode en signant et en gagnant des titres à plus de 40 ans, mais des grands joueurs aujourd'hui ont tendance à jouer longtemps. Ribéry a joué très tard. À Nice, on a Dante, on en a plusieurs, et même la durée moyenne, t'as encore des joueurs, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui à 36 ans ont un contrat extrêmement correct. Avant, c'était pas envisageable au-delà de 32 ans. Non, mais on a une vraie professionnalisation du métier, de la protection du corps, de l'esprit, par les clubs et par les joueurs eux-mêmes qui maintenant ont des staffs en dehors. Il y a longtemps, les clubs hurlaient quand un joueur avait son ostéo. Et toutes les personnes sont prépa mentales et aujourd'hui les clubs sont favorables, s'associent, discutent avec les parties et donc effectivement et mentalement et physiquement beaucoup de joueurs arrivent à durer plus longtemps parce qu'il y a une meilleure gestion de l'homme, du corps, de l'esprit dans plein de domaines et c'est là où la technologie, les avancées et après je dis souvent en bien ou en mal, tout ce qui est aux États-Unis un jour arrive chez nous, Oui, c'est juste une question d'années, de temps, c'est ça. Mais par contre le sportif américain d'il y a 30 ans et le joueur de foot d'aujourd'hui.
Voilà, il a fallu 20 à 30 ans pour que s'adapter. le joueur de foot travaille sur son corps comme le sportif américain pouvait le faire. Et d'ailleurs, ça peut ouvrir un débat pour une prochaine fois, puisque dans nos discussions et dans mes réflexions, aux États-Unis, il y a une partie des salaires des joueurs qui sont bloqués pour créer une bourse du futur. En France, il y a un PQ du footballeur, mais qui est extrêmement dérisoire. Mais je pense qu'il y a vraiment à développer à ce niveau-là, c'est-à-dire à imposer aux joueurs qu'une partie de leur rémunération soit isolée et gérée pour plus tard créer quelque chose. C'est pas mal. L'NBA a créé une retraite. C'est ça. Ouais, en fonction du nombre d'années de contrat. Dès que tu as joué 2 ans, il faut au moins minimum avoir joué 2 ans, et en fonction de tes nombres d'années, de ce que tu as gagné, tu auras une retraite à vie, parce qu'ils ont vu tellement de personnes ruinées complètement et même pas avoir le minimum pour vivre, qu'ils ont trouvé ça insoutenable, et ils ont créé ça. En France, chaque année, tu gagnes, le pécule, c'est 5 à 7 000 euros, je me rappelle plus, en fonction de ta Ligue 1 et ta Ligue 2, et quand tu finis ta carrière, tu vas taper, on te donne. Donc même 10 ans à 7 000... ça fait pas beaucoup. Ouais, bien sûr. Il serait temps qu'on réforme. Mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur ça au niveau des salaires actuels qui peuvent être versés, et à se dire, voilà, il faut envisager socialement une réponse privée à une solution de gens qui gagnent très bien leur vie, qui peuvent ou bien faire ou pas bien faire, mais ceux qui font pas bien, il faut qu'ils aient un minimum de quoi plus tard être serein. Sécurisé. Ce sont aussi des gens qui amènent énormément de bonheur, hein. Sinon tout le monde bien sûr, de l'argent à des gens qui ne font rien, mais quand tu vois socialement des villes comme Marseille, où le football a une importance capitale, ou des tas d'autres villes, les gens amènent du bonheur. Tu vas voir un match de Brest, les gens depuis 3 ans, ils sont au paradis. Bien sûr. Tu vas à Lens, c'est complet depuis 78 matchs. Le football est un vecteur de joie. Donc ces types qui t'ont amené de la joie, c'est bien si à un moment donné on leur assure un minimum et qu'on fait en sorte que leur avenir ne soit pas, qu'on passe pas des lumières du stade au charbon de la mine. Ouais, c'est bien qu'il y ait un intermédiaire pour eux. Donc ça peut être une ouverture de réflexion, en tout cas à avoir sur les pouvoirs publics, les pouvoirs sportifs, mais à faire que, oui, il y ait vraiment quelque chose de mis en place. L'éducation, vraiment, mais ça c'est plus du privé, de l'ordre, des agents, des parents, les clubs pourraient très bien mettre l'éducation, ils pourraient les mettre dans les centres de formation. L'éducation financière, et de leur assurer un minimum à plus tard. De toute façon, ce que celui qui est passé à côté, il est au moins une bouée de sauvetage sans faire de jeu de mots. Je pense que c'est une bonne fin dans le sens où on a pris les prémices de carrière, ce qu'était le métier, et derrière on a parlé du financier et les ouvertures qu'il peut y avoir, notamment sur les fins de carrière. Merci beaucoup Michael, merci beaucoup Olivier. Merci à vous plein deux. de choses à dire, mais c'était très instructif, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et si toi aussi tu veux venir raconter ton histoire et que tu veux passer dans ce podcast, je te laisse nous écrire sur nos réseaux sociaux.